Welcome everyone. This is the International Bonjour à Coalition tous, for c'est la Peace, the Coalition 90th annual internationale event in a row. pour la paix, c'est la So I'm glad to see 90e everyone rencontre de cette participating with Coalition us over the past internationale pour la 90 paix. Je days. veux remercier tous ceux qui participent Effort depuis si around the longtemps à world ce over, forum I believe it's been et quite bienvenue successful. aux It's not nouveaux. exactly where we need to be, but C'est it's heading in the direction where it needs to be. nous avons pu faire des choses My name is Anastasia efficaces. Battle. I'll be your Tout n'est moderator pas today, encore, as well as Dennis il Small, faut who continuer will be la my mobilisation. co-moderators. Le travail n'est And pas I just want to fini. remind Et everyone donc, je that suis the co-modératrice this Anastasia forum a Battle few weeks ago avec les came co-modérateurs Denis together Speed with et Denis peacemakers from Small. around the world. Donc, And ce they've forum a been été créé pour cross-functional. They réunir have been les fighting organisations together, pour la paix à and travers le what they're monde, trying to accomplish car is a il ne faut peaceful plus world que les that's différentes free of organisations pour la war paix and travaillent genocide. chacune And we de need leur to come côté. together Il about faut as many s'unir issues as many au-delà nations as de toutes possible les idéologies avec le and plus de bring nations this possibles to bear. So thank you all for travailler taking the ensemble. time to make this happen. Merci donc To open us up, d'être avec we nous have pour rendre cela Chip Larouche, possible. who is the Pour founder of commencer, the Schiller nous Institute, avons Helga the Zepp-Larouche, la initiator of the fondatrice International Peace de Coalition l'Institut based here in Schiller Melbourne. et initiatrice également de cette coalition internationale pour la paix. Je veux dire la bienvenue à tous. Nous faisons face à une transformation incroyable de la situation internationale. Ça fait maintenant 4 semaines que le président Trump est à la Maison-Blanche et il est réel et il est clair qu'on peut dire que le monde a été bouleversé, pas suffisamment, mais à un certain niveau. Et la plus grande caractérisation de ce changement, c'est un commentaire dans The Economist hier où il faisait référence aux changements énormes qui ont eu lieu, déjà avec l'appel entre le président Poutine et le président Trump, l'intervention incroyable du vice-président J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich. Il a dit que la plus grande menace de sécurité à l'Europe ne vient pas de la Russie ou de la Chine, mais de l'Union européenne, ce qui a créé vraiment des réactions de panique et de grande colère, de panique. Et il y a eu la rencontre très importante qui a eu lieu à Riyad avec le ministère des Affaires étrangères russe Lavrov et le secrétaire d'État américain Rubio. Sorry, Et Helga, donc, for interrupting you, but your volume is alors, very low. euh, Dennis or Dave, could we elle resolve this, parle please, before we juste un go problème any technique further? que le volume d'Elga Zeplarouche It's n'est just pas very low. We can hear you très clearly, but it's élevé. no. Donc, ils essayent de résoudre ce problème pour augmenter son volume. Et donc, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller sur le site de l'Institut Schiller, institutschiller.org, pour, pour être tenu au courant de toutes les actions de la Coalition internationale pour la paix. Voilà, c'est mieux maintenant. Donc, je disais que l'appel entre Trump et Poutine, le discours, donc ce discours à la conférence de Munich, le meeting important entre Lavrov et Rubio à Riyad, cela a poussé The Economist, le magazine, à dire c'est le plus grand événement qui ait eu lieu depuis la fin de la guerre froide. C'est vraiment une déclaration importante. Si vous y pensez, au moment de la Deuxième Guerre froide, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon, il y a eu les États-Unis et l'Union soviétique qui ont défait le, qui ont gagné contre Hitler ensemble. Mais ensuite, il y a eu en 46 le discours, l'infameux discours du Premier ministre britannique qui, qui a, qui a parlé du rideau de fer et donc Churchill et donc qui a poussé à une division entre ces, ces, ces deux, entre l'Est et l'Ouest. Puis à la fin de l'Union soviétique, il y a eu un monde unipolaire qui s'est développé. Et maintenant, les Britanniques sont en panique en voyant que ces événements pourraient vouloir dire un réalignement stratégique de cette sorte.
de cette ampleur. Si vous regardez les commentaires, qui sont pour la plupart hystériques ou sceptiques, qui disent non, Trump, ça ne change pas grand-chose, il est toujours avec le complexe militaro-industriel. Regardez ce qu'il fait au Moyen-Orient avec Netanyahou. Donc, il y a toutes ces réactions qui vont des gens qui disent que Trump est un problème mental ou d'autres qui disent que tout va bien, que tout est rose, que tout est merveilleux, que tout est merveilleux avec Trump. Et il y a donc en tout cas un changement axiomatique que nous voyons et il faut faire face à cela. Il faut amener notre voix pour, euh, pour amener des solutions réelles. C'est un nouveau paradigme pour toute la situation internationale, la situation stratégique. Et les Européens, comme je l'ai dit, sont en panique complète. Zelensky a été appelé dictateur par le président Trump et ils disent qu'ils veulent continuer seuls l'Ukraine, car c'est totalement absurde, car sans les États-Unis, il y a aucun, enfin les Européens ou également, on dit cela, mais c'est totalement fou, parce que c'est impossible sans les États-Unis de continuer cette guerre. Macron, de son côté, dit qu'il va rencontrer Trump lundi, qu'il essaie d'être celui il essaie de se positionner comme la voix des Européens et il dit que ce serait une erreur stratégique de montrer une signe de faiblesse à Poutine, que la Russie sera inarrêtable, que la Russie, la menace que représente pour l'Europe est très grande et Macron donc sera à Washington. Ensuite, Keir Starmer, le Premier ministre britannique aussi, va y aller et il essaiera d'arranger la relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais ça ne va pas être facile pour lui, particulièrement pour les gens qui sont clairs sur ce dont il s'agit. Et cela, selon un parlementaire, Mika Alpola, du Parti européen du peuple finlandais, et il dit que les États-Unis ont donné 3 semaines à l'Europe pour soit être d'accord avec l'accord ukrainien dans les termes de reddition, ou alors les États-Unis sortiraient des troupes d'Europe. Et je ne pense pas que ce serait la pire chose qui puisse arriver, car l'OTAN pourrait être dissoute et remplacée par une réelle architecture de sécurité et qui prenne en compte tous les intérêts de tous les pays sur la planète. Cela serait très bien. Et l'OTAN aurait dû être dissolue déjà en 1991 quand le pacte de Varsovie a été dissolu. Et tout ça a un impact sur la cohésion des différents pays de l'Union européenne. Nous allons entendre de Michele Geraci sur quel est le rôle italien. Et du côté des Hongrois, ils sont, ils ne soutiennent pas d'avoir plus de sanctions contre la Russie, ce que l'Union européenne s'est mis récemment d'accord pour le faire. La Hongrie demande également une documentation claire des États-Unis sur les interférences entre les affaires internes, dans les affaires internes hongroises, entre USAID et les interactions de USAID en Hongrie. Et Robert Fico, le Premier ministre de Slovaquie, a dit, en gros, que les Européens devraient arrêter de pleurer sur le fait de ne pas avoir été invités à la réunion de meeting de Riyad. C'est juste une métaphore par rapport à Christoph Heusker, l'ancien chef de la réunion de Munich, de la sécurité, a eu l'air d'un enfant en pleurs au moment où on lui a demandé de quitter la scène, de leur rendre sa place. Et c'est vraiment une situation dramatique, très, très importante, dramatique. Et les Européens sont, sont, se sont restés, ils, ils sont restés dépendants de cette relation spéciale avec les États-Unis. Donc, ils ne sont maintenant plus capables de comprendre qu'il serait mieux d'avoir la paix en Europe pour éviter une troisième guerre mondiale. Ça, c'est notre grand rôle de faire comprendre cela. Tous ces pays dans l'Union européenne, il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne
qui sont de plus en plus contre Bruxelles, qu'ils pensent ne plus être représentatifs des pays européens, des pays membres. Et sur ce qui se passe au Moyen-Orient, aujourd'hui, il y a une rencontre très importante de nouveau à Riyad, qui est sponsorisée par Mohammed bin Salman, et où il dit que les Égyptiens, les Jordaniens et le Conseil de coopération du Golfe sont, sont en avant par rapport le grand, il y a il y avait une rencontre au Caire qui a été décalée au 3 mars, où ils veulent présenter une idée face au plan de Trump qui veut déplacer les Palestiniens et bâtir une rivière à Gaza, ce qui a été absolument rejeté par tous les pays arabes, par tous les pays riverains qui trouvent cela absolument inacceptable. Donc ils ont une contre-proposition. Et donc la grande question, un plan qui va aller dans un autre sens. Donc, il y a un projet de reconstruire Gaza en 3 ans, d'un plan égyptien, avec les Palestiniens qui resteraient vivre là-bas, reconstruire Gaza, plus belle qu'elle n'a pu être avant. Et Netanyahou n'est pas très heureux de cela. Et, et donc, il y a eu, proche de Tel Aviv, des bus vides qui ont qui ont été détruits. Il y a eu et aujourd'hui, l'armée israélienne est toujours très active et donc la situation est vraiment très 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 instable, très dangereuse. Il faut mettre le plan Oasis sur la table. Il faut espérer que les pays arabes adoptent ce plan comme une perspective de développement, pas juste pour Gaza et pour Israël, mais aussi pour la région plus largement, pas juste pour la Palestine et Israël. Et donc, il faut vraiment, nous sommes une grande mobilisation pour faire en sorte que les gens adoptent ce plan Oasis. Et dans les discussions, on le voit très clairement que les gens ont du mal à comprendre comment le plan Oasis fonctionnerait, car ils disent, oui, s'il n'y a pas de solution à 2 États, il ne peut pas y avoir de développement économique, mais aussi ils ne comprennent pas ils pensent que ce n'est pas vraiment possible, ce plan, mais ils ne comprennent pas que c'est un processus de mobilisation qu'il faut mener pour, euh, pour arriver à cela. Il faut mobiliser des gens, que ce soit de l'Inde, des pays du Caucase, au Golfe et autres, pour arriver à ce projet. Et on parle donc de la reconstruction de Gaza, c'est la chose centrale, de- mais c'est aussi de transformer la région, le Moyen-Orient, qui est aujourd'hui un désert, il n'y a rien qui y pousse, il n'y a rien de vert, il n'y a pas de forêt, mais maintenant il faut produire de l'eau salée marine, il faut la dessaler, il faut prendre de l'eau de l'aquifère, de, et notamment, principalement c'est principalement la désalinisation de l'eau de la mer. Il y a aussi d'autres choses, mais il faut reverdir, il faut créer un nouveau climat faire en sorte d'avoir plus de pluie. Il faut reconquérir face au désert, reconquérir la région pour qu'elle soit vivable pour tous les pays, que ce soit de l'Afghanistan à l'Irak, à la Syrie, au Yémen, tous les pays qui ont été détruits par ces guerres. Cela peut être fait. Les Chinois ont démontré dans leur désert, dans le nord-est de la Chine, que l'on peut transformer un désert en une zone développée où il y a de l'agriculture, où on peut reverdir ces zones. Ils l'ont montré. Et donc aujourd'hui, eh bien, ce projet d'avoir une paix à Gaza, il faut bien sûr avoir une solution à 2 États, mais les Israéliens reconnaîtront, je suis sûr, que c'est dans leur intérêt de ne pas être entourés de gens qui les détestent et donc et d'ainsi continuer le cycle de la violence, mais qu'il faut plutôt changer le paradigme pour avoir une coopération pacifique entre
entre les membres, entre les voisins d'Israël et Israël. Donc c'est une bataille pour prendre ces questions régionales et locales et les voir dans le contexte bien plus large, qu'il faut un changement de paradigme. Il faut que toute l'humanité sorte de la confrontation géopolitique où les pays pensent qu'ils doivent avoir un ennemi et que toute la politique, c'est un jeu à somme nulle. Il faut au contraire arriver à un nouveau paradigme où les gens comprennent que l'humanité doit arriver en premier. Ensuite, on peut voir les intérêts nationaux à partir du moment où ils sont en accord avec l'intérêt de toute l'humanité. Et c'est à propos de ça dont a lieu, c'est de ça dont il est sujet dans toute notre mobilisation. Donc il faut vraiment se mobiliser le plus possible que vous puissiez, avoir le plus possible, mettre toute votre énergie pour cette mobilisation. Merci, Elga. Merci beaucoup. Les événements changent très rapidement. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est important. Nos actions peuvent avoir un impact très grand. Merci, Elga. Merci beaucoup, Elga. Je vais maintenant donner la parole à notre prochain intervenant, qui est Graham Fuller, qui est un ancien diplomate américain, qui est ancien de la CIA et qui est un spécialiste de l'islam. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de pouvoir prendre la parole How about now? aujourd'hui. There we go. Good. Donc Okay. c'est Graham Fuller. Thank you, Helga, for your Merci very Elga pertinent remarks on this. pour As ces is The remarques Economist, I don't très agree with importantes. Je suis d'accord everything avec that The you say, Economist pour le coup, but parce que I ce n'est think pas this is one of the toujours le most cas. extraordinary Je pense que geopolitical c'est developments l'un des that occurred développements in my géopolitiques les in plus my importants lifetime, depuis longtemps. certainly. I think it Et probably dans ma vie, precedes even je the fall pense of the que Berlin c'est Wall, même plus important which was que la chute du significant in mur de itself. Berlin, qui a été à Yes, l'époque une this, opportunité but qui it certainly malheureusement, started tristement, l'Occident l'a to raté, change cette this. opportunité. Um, Mais donc, il est temps aujourd'hui de it is changer, an astonishing d'utiliser cette nouvelle change, opportunité. and C'est un I'm changement particularly incroyable. concerned Et en that particulier, Washington je suis concerné, acted je ne with suis pas astonishment and surpris, dismay mais je ne in suis pas reaching surpris, an mais on a les agreement Européens donc qui sont retaliatory inquiets, qui sont en panique. essentially Je by the m'excuse si European Union in these j'offense remarks. quelconque Européen avec ces remarques, mais The je Europeans have pense been que les deeply dependent Européens on the ont United été States in all sorts fortement, of vraiment ways, even fortement when the dépendants US des États-Unis, même was quand les willing États-Unis to pay ont more demandé for the que defense of l'Europe devrait Ukraine or to payer contribute plus more pour to la the défense de military effort in l'Ukraine, Ukraine. contribuer plus à It's a l'OTAN. terrible Il y a problem eu on des the part of problèmes the I considérables, think it may mais be je Europe is pense almost que incapable l'Europe est à of peu près living without the incapable, semble-t-il, de vivre psychological sans and la ideological l'idéologie, economic sans backing of the le United States. soutien And I think économique that this même is one of des the États-Unis. On pourrait dire circumstances in which que it's ils ont été lost tellement its own dépendants qu'ils ability ont to perdu leur function propre capacité à independently. fonctionner de manière Washington indépendante. has obviously not wanted Washington, Europe to bien be sûr, n'a thinking pas voulu que independently l'Europe for a pense de very manière long time. indépendante But depuis très très anyway, longtemps. I Mais en tout cas, sympathize with all the suis European leaders, vraiment, but it is not je it is not comprends just les the Européens, Europeans mais who ce n'est pas partly juste les play the Européens, leadership c'est les leaderships position. européens, In le my view, leadership is européen weak qui, selon moi, almost est across the faible board, et, except for et partout, à part Hungary, pour la Hongrie, avec Orban, but with mais elections coming avec les élections clearly in qui France arrivent, en but particulier elsewhere en Allemagne, mais même ailleurs, en France, there may be new il leadership pourrait y avoir des and nouveaux leaderships, des nouveaux this leaders, the et, groundswell from public il opinion pourrait y avoir un may changement. bring Et je in pense que par some rapport à new l'opinion leadership publique actuelle, that l'opinion publique or pourrait vouloir amener des nouveaux where leaders qui seraient plus Trump is à trying to vouloir go aller dans le that sens de ce que Trump probably essaye de many faire. Et Europeans probablement think it is beaucoup possible to work for d'Européens pensent peace, que c'est but possible de many travailler pour la also paix. believe Ce que that beaucoup d'entre eux they want pensent to aussi, do. c'est qu'ils Now, veulent faire. Et Helga mentioned Elga a border mentionné aspect. l'aspect très important. This is not this Ce n'est pas revolution, we might say, in cette foreign affairs. If in cette fact révolution dans les affaires it's du also monde, a pourrait-on revolution to dire, see a peaceful settlement of c'est une the révolution Ukrainian importante situation. sur la This has situation ukrainienne. implications Cela for a des all of the implications rest of the très world. grandes pour tout le I reste also du think monde. Et je that pense que, comme the Elga l'a dit, Western le, the le-
l'état d'esprit occidental a vraiment toujours été celui d'un jeu à somme nulle depuis la fin de la guerre froide. Et, et, et ce sont les Chinois, ils n'ont pas inventé le terme, mais c'est la vision chinoise au contraire d'aller vers une solution gagnant-gagnant plutôt un jeu à somme nulle. Et les Occidentaux disent que ce serait naïf de croire les Chinois mais je ne pense pas. En fait, il y a une vision, un changement d'état d'esprit très important qui est si essentiel, qui est très essentiel. Et pour commencer, je pense qu'il est possible que nous voyons maintenant s'il y a un accord efficace qui puisse fonctionner par rapport à la situation en Ukraine. Je pense que la prochaine étape possible serait de voir quelle zone de coopération pourrait exister entre la Russie et les États-Unis. Et aussi dans d'autres questions internationales, dans d'autres secteurs internationaux. Et je suggérerais que nous pourrions regarder tout d'abord vers la question iranienne. Et simplement parce que la situation palestinienne et la position d'Israël est si forte actuellement que ça pourrait être difficile, mais je pense qu'il y a de la place pour un certain travail, pour travailler sur la question avec l'Iran. Et nous avons entendu certaines choses qui ont été dites par l'administration Trump, disant qu'ils sont en contact, qu'ils ont quelques contacts avec les Iraniens, qu'ils ont parlé plus qu'avant. Et nous savons que l'Iran lui-même les Russes, à la fois les Russes et les Iraniens ont un certain rapprochement qu'ils ont organisé entre eux. Et certainement, la Russie verrait dans son intérêt d'amener la paix dans cette région. L'Iran fait partie est une partie essentielle du plan de paix, du plan Oasis, étant donné qu'ils occupent une partie massive du Moyen-Orient et donc il y a des grands déserts dans cette zone. Je pense que l'Iran serait particulièrement ouvert à, à la possibilité de développer son propre économie, sa propre agriculture à travers le plan Oasis. Mais je pense que la Russie elle-même serait également intéressée dans cela, car la Russie fait face à des problèmes similaires. L'Asie centrale fait face à des problèmes similaires dans des endroits comme le Tadjikistan, le Turkménistan et d'autres qui sont également des zones très très désertiques. Donc c'est le début d'une ouverture là-bas. Et au top, au plus haut point par rapport à tout cela, en plus, le plus important, je pense, c'est que l'Iran, je voudrais dire, laissez-moi dire quelque chose, c'est que le problème du bloc, les problèmes des Occidentaux contre le plan qui n'empêche la réalisation du plan Oasis, des problèmes qui sont là. Ce plan qui existe depuis des décennies, ce plan de Lyndon LaRouche, le problème, c'est la géopolitique qui bloque ce plan, ce genre de plan. Et parce que tous les pays, on pense que tous les pays sont hostiles dans le Moyen-Orient et il y a beaucoup d'hostilités qui ne veulent pas travailler ensemble. Et les Américains ont pensé malheureusement que c'était une bonne chose d'avoir une division, car comme ça nous pouvons utiliser un groupe contre l'autre, et utiliser cette division et donc, ça a été cette division, notamment avec l'Iran, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres, ça a été une politique essentielle des États-Unis de créer une division, de souffler sur les braises. Et, en fait, au contraire, il faut calmer la situation les Chinois ont calmé la situation avec des relations diplomatiques, des actions diplomatiques vraiment remarquables en commençant un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ces dernières années. Et pendant des années, les Occidentaux disaient, voilà, non, les chiites détestent les sunnites détestent les chiites. Oui, donc c'est dans leur ADN, donc ils ne peuvent pas s'entendre. Mais c'est un non-sens, ce n'est pas du tout un ADN ou quoi que ce soit. Les, 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 les pays ont des agences, ils peuvent se discuter, ils peuvent décider d'avoir de la paix, de discuter, ils peuvent changer, ce n'est pas du tout obligé. Et la Chine a travaillé à la fois travaille à la fois avec l'Arabie Saoudite et avec l'Iran, et ils essayent d'avoir des nouvelles relations fonctionnelles.
Et donc, si cela est possible, je pense que l'idée que l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite voudrait bloquer l'Iran, je pense que c'est dépassé cette idée-là. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est dans une position de travailler avec l'Iran. Et bien sûr, il y a des tensions d'un certain degré ici et là, mais maintenant, c'est plus possible maintenant d'aller au-delà de ces confrontations idéologiques. Et si l'Arabie Saoudite et l'Iran commence déjà à aller vers la résolution de certains de ces problèmes géopolitiques, d'aller vers un rapprochement, eh bien, je pense que les chances pour la mise en place du plan Oasis deviennent bien plus fortes et mettent un exemple pour d'autres, résoudre également ensuite d'autres problèmes dans la région qui impliquent à peu près tous les pays de la région. Je ne veux pas insister sur les points négatifs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points positifs sur les plans psychologiques par rapport à ce qui se passe en Ukraine, la possibilité qu'il y ait plus de coopération entre les États-Unis et la Russie dans beaucoup de secteurs. Et je pense que le problème palestinien est un problème très, très, très terrible, très difficile. Mais en tout cas, tout va étape par étape. Et si nous pouvons voir quelques progrès, je pense ensuite que euh, si Israël continue, ils vont être isolés en fait. Et donc il faut qu'ils arrêtent, il faut cette politique, il faut qu'ils aillent vers au contraire un rapprochement. Ça ne sera pas facile, mais ça va commencer tout d'abord avec l'Iran, les États-Unis et la Russie et d'autres pays qui sont en faveur de ce rapprochement régional au Moyen-Orient. Merci. Thank you, Graham Fuller. I just want Merci, to Graham underline Fuller. something that you had Je veux said juste in souligner quelque chose que vous avez dit, que vous pourriez trouver intéressant. Je suis ici à Dearborn, Michigan, dans la zone de Dearborn, dans le Michigan, et j'ai fait récemment participer à une réunion de discussion œcuménique entre des chiites et des sunnites, notamment des gens du Liban et autres, qui veulent arrêter ce génocide. Et c'était vraiment très, très, très beau. C'est une très belle rencontre. Certains participent aujourd'hui dans cette rencontre aujourd'hui. Je voulais vous en parler par rapport à ce que vous disiez. Donc vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, merci encore, Graham Fuller, pour nous donner un sens très important de ce qui se passe et de ce que vous connaissez. Maintenant, je vais inviter le prochain intervenant, qui est Michaele Geraci, qui est l'ancien sous-secrétaire d'État italien au ministère du Développement économique. Donc, merci beaucoup, Michaele Geraci, d'être avec nous aujourd'hui. Oh, you're muted there, my friend. Again? Okay, thank you very There we much. go. Thank you very much Merci beaucoup. for your kind invitation. Greetings from Italy. Merci de votre I invitation. was Mes able to salutations pass de l'Italie. on a J'étais à call Munich la Saudi, semaine dernière, and I had the où il faisait froid, où il neigeait, mais j'ai pu parler avec nombre de participants à cette conférence sur la sécurité et j'ai tenté de connaître un peu plus les sentiments là-bas. Rome. J'en ai parlé à certaines personnes ici à Rome par la suite Speech. et j'ai pu entendre des réactions au discours du vice-président Vance. Quelques remarques là-dessus. I think the Premièrement, le jugement analysis of et l'analyse Munich, du discours de Vance driven mostly by preconceived à ideas Munich était basé surtout sur des perceptions préconçues. Ceux qui n'aiment pas Trump disaient que Vance disait les mauvaises choses et ceux qui aiment Trump le louaient. from supporting like we do in a football team Donc, nous avons vu un peu les soutiens comme dans un jeu de match, comme un match de football plutôt, so that's the first thing that does not very dans les jugements. the general political scene here in Italy and in Europe seems to Ce be qui me montre que get said they would have le paysage politique ici en Italie ou ailleurs n'est pas très développé. Deuxièmement, trying to get some more
quand j'ai essayé d'approfondir les choses, de connaître un peu plus les détails, j'ai reçu la confirmation. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que l'Union européenne traîne complètement derrière les événements qui se passent. Par exemple, il vient d'annoncer un 16e paquet de sanctions contre la Russie suite à la discussion entre les présidents Poutine et Trump. Ils ont répété la volonté de livrer des armes à l'Ukraine, ce qui montrait qu'ils n'ont pas compris la réalité. Et ils sont tombés dans le piège de ne pas analyser correctement. Ils ignorent ce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a un filet de sécurité qu'ils n'utilisent pas, et donc la réaction est tout à fait stupide de la part des États européens. Donc, la réunion à Paris le lundi dernier, c'était un échec. Giorgia Meloni y était présente. Elle n'est pas amie avec Macron, il ne faut pas l'oublier. Sur différents points géopolitiques et autres. Elle a dit que non, nous n'allons pas envoyer des soldats en Ukraine. Donc même le G7 ne s'est pas bien déroulé parce qu'il y a des discordes et certains, comme Mme Meloni, commencent à comprendre que ça ne va pas marcher comme avant. L'ambiance ici en Italie, dans mes cercles politiques, je vais être clair, ils sont pro-européens et donc ils sont contre l'Union européenne parce que l'Union européenne ne sert pas les États membres. Je veux aider l'Europe, absolument. C'est mon devoir d'aider d'abord le peuple italien, mais nos cercles sont contre la manière dont l'Union européenne mène sa politique. Donc, ce qui se passe avec les États-Unis pourrait être positif. Vance a attaqué l'Union européenne. Ursula von der Leyen a-t-il dit, vous agissez comme des autocrates. C'était comme en Union soviétique à l'époque, vous ne laissez pas parler l'opposition, vous limitez la liberté du discours, la liberté d'expression. Le vice-président américain a critiqué beaucoup de choses. Il a dit, voilà, vous n'aimez pas l'opposition ici, donc vous n'y invitez pas à participer à cette conférence. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que disent ces autres partis, ils représentent néanmoins une bonne partie de la population et il faut les écouter. Donc, Vince a dit non pas seulement on ne les aime pas, mais il a donné des exemples concrets d'abus en parlant, par exemple, en évoquant la police dans le Royaume-Uni. Ce qui se passe en Allemagne, c'est toujours un peu pas clair pour ces choses-là, s'il s'agit uniquement des médias sociaux ou des médias ou quoi. Est-ce que les personnes sont vraiment coupables ou pas? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il a attaqué l'Union européenne sur ce front.
Maintenant, la Russie n'a pas vraiment n'a rien fait de nocif vis-à-vis de l'Italie ou d'autres pays européens dans la période récente, ou du moins pas depuis les années 1970. Alors pourquoi nous réagissons comme ça vis-à-vis de la Russie? C'est parce que les États-Unis l'ont voulu. Et nous avons les marques en Italie ou en Allemagne, et les États-Unis ont réagi contre cela, y compris en ne pas invitant les Européens à participer au dialogue sur l'Ukraine. L'Union européenne est prête à faire était prête à faire la guerre d'abord sur diktat américain, et maintenant c'est le contraire. Mais l'Union européenne est perçue maintenant comme des personnes qui simulent la volonté de faire la paix. Je m'arrête là. J'espère que vous avez eu une vue d'ensemble. La politique européenne est abominable pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur Geraci, pour cela. Je suis d'accord avec vous sur l'attitude générale qui règne dans le monde. Maintenant, je vais demander à Sam Pitroda d'intervenir. C'est un entrepreneur, un décisionnaire politique, un Indien américain. Je vous salue de Chicago. Il fait très froid ici. Et quand je dis froid, je veux dire vraiment très, très froid. C'est un bon moment d'entretenir une discussion plus profonde sur les affaires internationales. D'abord, mes compliments à Helga, à Anastasia, à Dennis Small et à Dennis Speed et à vous tous pour cette merveilleuse initiative. Je sais ce qu'il faut pour soutenir une telle activité comme la coalition sur tant de semaines. Je crois que nous sommes à une croisée de chemin. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur ce qui se passe à Gaza et partout ailleurs dans le monde. On n'a qu'à regarder en Afrique. Mais c'est un moment de nous focaliser sur des questions les plus vastes et sur les opportunités internationales. Et aujourd'hui, je vois une grande opportunité pour des transactions. Le monde est à une croisée de chemin, en partie parce que c'est la fin de la colonisation. Le processus de décolonisation a commencé il y a à peu près 75 ans, puis l'Inde, la Chine étaient sans importance. On disait, oh, ils ne sont pas importants parce qu'elles ne vont pas croître sur le plan économique. Et l'Ouest les a plus ou moins ignorés jusqu'à la montée de la Chine. Maintenant que la Chine est une puissance principale, l'Ouest se réveille. Nous devons faire plus attention à l'inclusion, à la durabilité, et ces questions sont devenues très importantes au niveau international. Je ne suis pas un expert, mais je l'approche de deux angles différents. D'abord, avec l'approche gandhienne de Gandhi, en partie parce que je suis
Je viens de son État. J'ai étudié Gandhi depuis des décennies. Je l'ai internalisé de différentes manières et je crois en son idée de non-violence. Je vis avec cela. Je crois en la vérité, en l'amour, en la vérité, l'inclusion, les droits de l'homme. Toutes ces idées ont besoin de vivre. Et je parle du point de vue d'un technocrate qui a passé 60 ans dans la branche IT. Je comprends les médias sociaux et leurs implications et le prix à payer pour cela. Je comprends un peu le potentiel de l'intelligence artificielle. C'est un potentiel au coin de la rue. Donc, nous devons nous soucier de ce qui va venir dans les 5 ans à venir. J'ai écrit récemment 2 livres sur la démocratie. La démocratie, là, il y va surtout du respect de l'autre. Il s'agit de valeurs, de dirigeants qui ne sont pas hypocrites. Et je fais des soucis à propos de la démocratie dans le monde, car le dessin que nous avions au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., tout cela est obsolète. Ce dessin ne marche plus dans un monde hyper connecté. Je l'ai dit et répété. Pour la première fois depuis le début de l'humanité, nous sommes tous connectés. Les implications sur l'ensemble de l'humanité sont énormes. Nous devons maintenant passer au niveau supérieur, sinon nous tomberons en arrière, que ce soit en Ukraine, à Gaza ou ailleurs. Je pense que le focus doit porter sur les questions, les macro-questions. Je suis content de voir qu'il y ait des initiatives pour la résolution de la crise en Ukraine ou à Gaza. Mes compliments à tous ceux qui travaillent sur le processus de paix. Je pense que nous avons un long chemin à faire encore. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Il faut profiter de cette opportunité pour développer ou pour réaliser une vision encore plus grande. Il faut convaincre les gens de dépenser beaucoup plus sur le développement humain, beaucoup plus que sur la défense, pour développer la soft infrastructure. Avec toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, je ne peux pas m'imaginer pourquoi nous tolérons ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, j'y pense à chaque fois que je vois des gens qui vivent à Gaza, qui souffrent. Donc, nous devons utiliser cette occasion. C'est pour cela qu'un groupe comme celui-ci m'intéresse beaucoup. Si on continue les discussions ici sur les macro-thèmes, bien sûr que nous devons résoudre le problème à Gaza et votre solution est la bonne. Bien sûr que l'Ukraine doit être résolue maintenant et nous devons reconstruire ces 2 régions. Mais je recommande aussi que nous continuions à avancer plus au-delà même de cela. Nous avons besoin d'initiatives d'une constitution internationale fondée dans la paix, l'égalité, les droits de l'homme, le respect, la dignité, la diversité, des initiatives environnementales, l'éducation, l'énergie, la santé, etc. Je pense que nous pouvons nous mettre d'accord.
Nous pouvons pousser à une vision plus grande à partir de ceci. Et c'est ce que je prône, ce que je recommandais. J'apprécie beaucoup de participer à ce processus de paix et j'espère que nous pourrons résoudre ces crises rapidement. Personne ne sera content avec tout ce qui adviendra. Ce sera comme ça. Tout le monde ne sera pas content sur Terre, mais nous devons avancer. Mais nous devons parler ouvertement de notre agenda politique au nom de l'humanité tout entière. Quand je vois aujourd'hui, les gens ne s'intéressent qu'au pouvoir, qu'à la politique. C'est pour cela qu'Elon Musk attire autant d'attention, parce qu'il établit les règles. Mais je veux mettre le focus non pas là-dessus, mais sur la planète et sur les peuples. Que les autres s'intéressent au profit et au pouvoir. Ça va continuer dans leur petit monde. Mais nous, dans l'œil du public, dans les plateformes, sur les plateformes comme celle-ci, nous devons parler de la planète et des peuples. Donc, merci Helga pour cette opportunité. Je suis content que nous soyons ici pour en parler. Et je suis sûre que nous ferons la différence. Merci beaucoup, Sam, dit Anastasia, à nous aider à développer ce processus. C'est un groupe de gens merveilleux ici, je vous le dis. Si vous avez réussi à mettre un tel groupe de personnes, vous pouvez réussir. On a besoin aussi d'argent, il a dit. Il disait que la coalition est un groupe merveilleux, qui vaut beaucoup plus que les millions d'autres personnes. Maintenant, je demanderai à Helga si elle a une réponse à ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Eh bien, je voudrais dire que quelque chose de très intéressant qui l'on peut noter dans ces changements, c'est un changement de paradigme, un changement de façon de penser, qu'on va vers une nouvelle façon de penser. Pour la première fois, nous voyons une humanité. J'ai mentionné cela auparavant, mais les armes nucléaires, vu qu'on a des armes nucléaires aujourd'hui, cela veut dire que soit nous résolvons les problèmes ensemble, soit nous sommes morts. Et on a prouvé qu'avec l'aide des, des avions aujourd'hui, une pandémie peut se répandre partout dans le monde en un jour. Et il y a avec les télécommunications, avec l'intelligence artificielle, avec l'AI, et ben avec l'intelligence artificielle, c'est le début d'un âge totalement différent de qu'est-ce que c'est que d'être des voisins dans le monde. Et si c'est bien utilisé, ça peut être bien, mais si ce n'est pas bien utilisé, ça peut être l'enfer. On voit que c'est utilisé pour des drones, pour d'autres choses comme ça, des machines à tuer. Mais je peux voir aussi que si on applique ces nouvelles technologies pour le bénéfice des êtres humains, eh bien peut-être que même dans notre vie, avant de notre mort, nous pourrons voir des choses on pourra voir des choses où l'intelligence artificielle peut nous éviter des travaux difficiles et nous pourrions ainsi faire d'autres choses. Nous pourrions développer tous nos talents, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui parce que nous devons travailler dur et les robots pourraient faire cela et nous faire d'autres choses pendant ce temps. Je ne veux pas trop développer là-dessus, mais nous sommes vraiment
au bord dans une situation où on peut aller vers un nouvel âge si on le fait euh, dans le bon sens. Et la technologie, ce n'est pas bien ou mauvais, c'est la façon dont on l'utilise qui fait la différence. Et la raison pour laquelle nous pouvons avoir de l'espoir, c'est que la capacité de l'humanité à découvrir des nouvelles technologies, des nouvelles pensées, cela, cela augmente, c'est une capacité qui peut augmenter le niveau de vie de toute l'humanité. Et peut-être qu'il y a des vies intelligentes ailleurs dans l'univers. Mais en tout cas, je pense qu'il y a toutes sortes de raisons d'être optimiste sur le fait que si l'on fait ces transformations aujourd'hui, il peut y avoir des changements positifs. Et donc, je voulais dire cela brièvement du point de vue de, de, de ce que vous avez tous dit, des différents intervenants qui ont parlé avant moi. Eh bien, en tout cas, on a une situation où l'Union européenne me, me rappelle des, 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 comme des dessins animés, où en fait ils vont de l'avant sans réfléchir, les Européens, et Thank you for that donc il faut sortir il faut sortir de cela. peaceful imagery Merci, to think merci about. Elga pour But cette one problem with image sur le That's for the problème puppies, actually, but qu'il we y a. can discuss Les that. poppies, poppies, c'est peut-être un dessin animé. Ah oui, l'huile d'huile, non, ça serait pas sympa pour les poppies. Dennis Speed, Et donc je veux maintenant laisser la parole à Denis Speed qui a une question à tous les panélistes pour lancer pour lancer la discussion. Alors, donc ça vient d'une discussion que j'ai eue hier avec Garland Nixon, quand Garland et Nixon est participé avec Elga à une vidéo, à une rencontre vidéo. Et c'était très intéressant. J'étais très heureux de cette discussion et Gavin Nixon était très heureux aujourd'hui également. Il y a eu quelque chose dans le New York Times sur le fait que Trump veut aussi faire un accord avec les Chinois. Des gens sont inquiets sur le fait qu'il ne pense pas forcément à un conflit militaire, des accords économiques. Il y a des journalistes qui disaient ils n'étaient pas contents sur le fait que que le Trump vende l'Europe avec sa façon business. Et ce que nous pensons, par rapport à ce que nous pensons du rôle positif que pourrait jouer la Chine, notamment qui a joué un rôle important sur le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, comme on le disait auparavant. Et donc, on peut voir par rapport à ce qui se passe sur la résolution des situations en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient et le fait que les accords entre la Russie et l'Ukraine aient eu lieu en Arabie Saoudite, à Riyad, et sur le rôle de la Chine dans cette région, sur les rapprochements entre l'Arabie Saoudite et l'Iran notamment, et la relation entre les États-Unis et la Chine pourrait être affectée, la situation actuelle entre Poutine et Trump pourrait avoir un impact sur la relation également entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est une question qui a été posée en fait. Et je veux ajouter quelque chose pour Graham. J'aimerais que vous puissiez développer plus sur ce que vous pensez sur la question iranienne, parce que il est vrai que s'il y a une façon d'avoir des, nouveau changement entre les relations américano-iraniennes, et il ne faut pas oublier que les États-Unis, jusqu'en 79, dirigeaient l'Iran. Et et donc, il y a d'autres questions, mais bon, je vais arrêter là, qui sont liées à d'autres questions qui sont liées à cela, évidemment, mais je vais arrêter là pour l'instant. Et donc, c'est à eux la parole. Donc, vous pouvez lever la main vous-même, hein, la période de questions-réponses ne va pas tarder à commencer, si vous voulez parler par la suite. Eh bien, oui, Graham Fuller dit, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts depuis et donc il y a la situation à Gaza. Je pense que la guerre froide était une excuse pour soutenir des dictateurs partout dans le monde et, et donc euh, et donc il suffisait d'être anti-russe et pro-américain pour anti-soviétique et pro-américain et là du coup les dictateurs pouvaient être soutenus et donc la question c'est est-ce qu'on va rester sur un jeu à somme nulle dans le monde?
Je pense que cette façon de penser ne va pas mourir facilement, notamment parce que ça a été très avantageux aux États-Unis eux-mêmes et parce que en restant la super puissance et donc que tout le monde qui ne veut pas accepter cette superpuissance est vu comme une menace aux États-Unis. Et je pense que les Chinois ont été très sages, très malins en évitant toute toute utilisation de d'arguments idéologiques pour pour pousser le rôle de la Chine dans le monde. Et donc, je pense qu'ils ont bien fait d'éviter cela. Et si je me souviens bien, Deng Xiaoping, peut-être il y a 2 décennies maintenant, avait suggéré que la Chine devrait développer, ce sont mes mots, hein, je ne me souviens plus ces mots exacts, mais que la Chine devrait se développer silencieusement, pas de manière ostentatoire, et pour éviter d'énerver quiconque dans le monde, et notamment ayant les États-Unis à l'esprit. Et je pense que maintenant, il y a suffisamment d'eau qui a coulé sous les ponts au Moyen-Orient et même à travers le monde, et que donc il y a une chance pour qu'il y ait plus de gens qui se réunissent. Et je suis très heureux d'entendre que Anastasia parle et parlait de cette rencontre entre des sunnites et des chiites qui se réunissaient ensemble, qui se sont réunis ensemble récemment dans le Michigan. Et c'est juste une autre façon aussi de faire les choses. Je vis moi au Canada et il est frappant de voir que la plupart des frictions entre les Canadiens francophones à Montréal, où je vis actuellement, et les Canadiens anglophones ont assez diminué avec la suggestion que le Canada devrait devenir un nouvel État des États-Unis. Je pense qu'aucun Canadien n'est d'accord pour aller dans cette direction. Donc, cela a poussé à une plus de volonté entre les anglophones et les francophones à coopérer pour résister face à cela, face à une potentielle menace. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles questions en jeu ici, et l'Iran a ses propres problèmes sérieux et a sa propre idéologie, son approche idéologique, mais maintenant, cela fait suffisamment longtemps aujourd'hui, on peut maintenant, il peut y avoir maintenant de l'ouverture pour de la place pour des rapprochements, pour un rapprochement, et qu'il faut sortir des sanctions américaines, mais même au-delà de cela, permettre à l'Iran de jouer plus un rôle positif, un rôle important au Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient lui-même. Et je vois cela comme positif. Sam Pitroda, peut-être a quelque chose à dire également. Donc oui, oui, j'aimerais ajouter à ce que Graham Fuller a dit. Je pense que nous sommes à un point où il faut sortir de ce modèle de commander et contrôler. Aujourd'hui, le modèle, c'est commander et contrôler. Connais la solution en Afrique, je connais la solution au Moyen-Orient, je connais la solution en Europe, je connais la solution en Égypte, je connais la solution partout. Et je vais intervenir et je vais la résoudre. Je pense que nous devons vraiment comprendre la puissance de la connectivité, principalement l'hyperconnectivité. Par rapport à ce problème peut être seulement résolu aujourd'hui par la coopération, la collaboration, la communication et la co-création. Pour... Et donc c'est la question fondamentale aujourd'hui. Les États-Unis doivent reconnaître que sortir du modèle de commander et contrôler ne veut pas dire nécessairement que vous aimez tout, que vous aimez tout ce que disent les autres. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va arriver et prendre le contrôle sur vous, et même si ou elle avait une position. Et pensez, si dans 50 ou 100 ans, un autre pays prenait plus d'importance que les États-Unis, eh bien, qu'est-ce que ça ferait? Je ne comprends pas pourquoi on veut que on veut tout contrôler. On a été impliqué au Chili, on a renversé le gouvernement, on a été impliqué en Iran et au Vietnam aussi. Regardez ce qu'on a fait au Vietnam.
Et, et donc moi, on m'a demandé d'aller au Vietnam à l'époque et regarder ce qu'on a fait en Irak, en Liban, vous pouvez faire aussi l'Afghanistan, vous pouvez continuer la liste encore et encore. Et qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va continuer ces horreurs? En même temps, nous avons créé un capital intellectuel dans le monde. D'un côté, nous avons combattu. De l'autre côté, nous invitons tous ces grands esprits à venir aux États-Unis, à aller dans nos meilleures universités. Et vous allez, euh, si vous allez au Mexique, tous les économistes viennent de l'économie de l'université de Chicago. Si vous allez dans d'autres pays, des gens à haut niveau ont étudié aux États-Unis. Donc, regardez la contradiction. Nous créons un capital intellectuel et ces gens retournent chez eux et promeuvent les idées des États-Unis, la démocratie, le libéralisme, l'égalité et tout ça. Et ensuite, nous créons des luttes militaires. Donc, je pense que, à moins qu'il y ait une compréhension aux États-Unis, que la puissance peut venir de la discussion. Ça ne vient pas de la façon de penser commandée et contrôlée. Il faut parler aux gens en Afrique. Et vous devez parler, vous devez avoir un plan Marshall pour l'Afrique. Pour aider l'Afrique, vous devez aider l'Afrique, vous devez aider l'humanité. Et ça pourrait aider l'immigration, ça pourrait aider la prospérité locale et tout le monde serait heureux. Et les États-Unis pourraient aussi avoir du commerce là-dedans. Ça pourrait avoir des intérêts commerciaux. Mais ce n'est pas la façon de penser aujourd'hui des États-Unis. C'est toujours l'ancien état d'esprit, le vieil état d'esprit. Nous avons un état d'esprit de commander et contrôler qui nous vient de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut maintenant avoir un état d'esprit d'hyperconnectivité. Et les gens ne comprennent pas. Et donc, il faut comprendre, il faut promouvoir. Et aujourd'hui, les États-Unis promeuvent les mensonges, la désinformation, la peur, la haine. Et donc, c'est très mauvais. Les réseaux sociaux, et j'ai peur que les mauvais éléments pourraient prendre le contrôle de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est sur ça que nous devons travailler. Merci. Merci, Graham. Vous avez une réponse, je vois. Je suis donc Graham Fuller dit, je suis totalement d'accord avec toutes les remarques que Sam et d'autres ont dit. Il a mentionné la question de l'immigration et c'est quelque chose qui est important. Et bien sûr, nous ne sommes pas ici pour parler de l'immigration en tant que telle, mais c'est un état d'esprit européen. La peur de l'invasion, la peur d'invasion des immigrants et de l'autre côté de l'océan, de gens de différentes couleurs qui viennent et qui vont commencer à changer certaines de nos caractéristiques nationales, de notre façon de vivre. Les Allemands semblent être particulièrement sensibles à cela, mais juste les Allemands de l'Est, mais en général, les Allemands en général, et pas juste les Allemands. Et je pense que on ne peut pas condamner les Européens pour être soit racistes ou être contre les évolutions sociales dans leurs États. Et les États-Unis font face aux mêmes problèmes et des obsessions sur l'immigration, même si ça a été un pays qui a été fondé par des immigrants, et c'est toujours le cas d'une certaine façon. Et, et bien sûr, la façon de résoudre ce problème, ce n'est pas de bâtir des murs et de mettre des moyens artificiels d'empêcher les gens de se de prendre notre place. Il faut au contraire avoir des investissements capitaux importants. Les États-Unis doivent intervenir, les Occidentaux doivent intervenir. Mais dans le développement économique, avec le Sud global, qui vont permettre aux gens de rester là où ils sont, qu'ils puissent trouver des opportunités de vie là où ils sont, dans leur propre pays. Et c'est la seule façon, car sinon, avec le développement global, nous savons quand il va y avoir des incendies, nous savons quand qu'il va y avoir des famines, qu'il va y avoir des inondations. Donc nous ne pouvons pas prétendre que ça ne va pas arriver. Cela arrive, cela va arriver et il n'y a aucune façon de l'arrêter, soit à part en convainquant les gens avec des arguments puissants et des investissements qu'il serait mieux qu'ils restent dans leur propre pays
Et certainement, l'Europe doit voir cette perspective également. Les investissements européens, les investissements européens dans le monde en développement, dans les pays en développement, eh bien, et ces pays seraient heureux de travailler avec les Européens et avec les Américains. Sam Petrold a dit, c'est pour ça que j'ai parlé d'un plan Marshall pour l'Afrique. C'est dans notre intérêt. Graham Fuller dit, oui, en effet. Monsieur Geraci, je voulais voir si vous vouliez ajouter quelque chose à la discussion, à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Eh bien, je suis en accord avec ce qui a été dit sur la nécessité, sur la question des migrants. La seule solution, c'est d'investir là-bas, et dans ces pays. Et c'est pour ça que, comme vous le savez, j'ai été l'un des promoteurs du fait que l'Italie rejoigne la ceinture et la route. La Chine, bien sûr, ce n'est pas le Père Noël. Ils font des choses aussi parce que c'est utile pour eux. Ils cherchent leur intérêt également. Ils veulent ouvrir des nouveaux marchés pour l'exportation de leurs biens. Ils veulent avoir des investissements dans dans les mines de Congo, dans les mines de cobalt au Congo. Ils veulent des choses comme ça et cela va avoir lieu. Mais j'ai pensé que si les pays occidentaux participaient à ce projet conjoint avec la Chine, avec la ceinture et la route, nous aurions pu au moins diriger certaines choses, nous aurions pu faire partie de cela, avoir un siège à la table de discussion, gagner certaines informations, réunir certaines informations et contribuer à mener nos différents d'autres savoir-faire par rapport à ce qu'est la Chine, avoir une meilleure image. Je dirais nous pourrions changer des choses sur le droit du travail, mais ça dépend toujours de l'endroit où vous travaillez. Vous n'avez pas à mettre la loi allemande au Zimbabwe. Les gens vont travailler selon la loi du Zimbabwe au Zimbabwe. Donc, on ne peut pas tout transférer. Et donc, en tout cas, la Chine, nous avons une approche à amener et la Chine aurait aimé d'avoir une participation occidentale. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous sommes sortis de la ceinture et la route parce que nous avons été critiqués des autres pays européens qui ne voulaient pas rejoindre la ceinture et la route, les nouvelles routes de la soie chinoises. Et donc, il y a eu la Grande-Bretagne, notamment, qui ne voulait pas aller avec la Chine. Donc, il y a eu des pressions. Et nous connaissons le problème, nous connaissons la solution, mais nous ne le faisons pas. Et je ne sais pas quoi faire pour persuader les gens à Rome, au gouvernement, à Bruxelles, pas à Bruxelles en fait, dans chacun en fait chacune des capitales européennes pour agir et comprendre que la démographie de l'Europe nous dit que la population va doubler dans la prochaine décennie et que donc il n'y a jamais de mur qui va les empêcher de venir, de empêcher les migrants de venir. Le Nigeria, la population va augmenter fortement. Et donc, j'ai dit à mon gouvernement, le problème n'est pas les 50 000 qui vont arriver l'année prochaine. Ça pourrait être un problème, le haut de l'iceberg. Mais le problème, c'est, c'est les 100 000, les, les 100 millions qui vont arriver dans les années suivantes. Et les gens ne comprennent pas. Ils voient les choses, ils, ils voient ils n'arrivent pas à voir au-delà de leur propre carrière politique. Pourquoi est-ce que Mélodie pourrait s'intéresser à ce que dans 15 ans, on ait une meilleure situation? Parce elle sera en poste à l'ONU quelque part et puis elle s'en fiche. Elle ne sera plus intéressée à tout cela. Merci, Monsieur Geraci. Alors, Helga, Helga. C'est maintenant Elgane Rouge. Donc, je suis assez contente que la discussion semble converger entre les différents participants de ce dialogue sur l'idée que nous avons besoin d'un un plan Marshall pour l'Afrique, un plan Marshall pour l'Amérique latine, un plan Marshall pour l'Asie. Et c'est tellement évident. En
2014, quand Xi Jinping a lancé l'initiative de la ceinture et la route et a rendu la ceinture et la route la politique officielle de la Chine, nous avons immédiatement republié toutes nos études de longues décennies. Nous avons fait un rapport. La nouvelle ceinture, la nouvelle route de la soie devient le pont terrestre mondial. Et donc, c'est très actuel et c'est très urgent. Donc, c'est un dossier qui existe donc en français. Vous pouvez le trouver, le commander sur le site de l'Institut Schiller. Et donc, tous les continents doivent être connectés à travers des ponts, des tunnels et créer ainsi les conditions pour le développement industriel, pour que la pauvreté soit éradiquée. Et les Chinois sont les seuls qui ont suivi cette politique pour faire en sorte que la politique de la ceinture et la route puisse aller de l'avant avec, par exemple, l'Indonésie et d'autres. Avec le Pérou, par exemple, il y a le port à Chancay au Pérou et les Européens sont en panique, les Américains aussi ont paniqué. Oh, les Chinois font toutes ces choses, mais les Européens auraient pu faire la même chose dans les dernières décennies, mais ils n'ont rien fait. Et maintenant, donc, nous sommes à un moment où je pense que la volonté d'aller, d'aller dans une autre direction, de rejoindre les pays du Sud global qui sont déterminés à mettre fin à la période de colonisation, de colonialisme. Et la Chine est un allié puissant aujourd'hui des pays du Sud global qui permet de faire ce qui n'a pas été possible en 1955 à la conférence de Bandung quand Zhou Enlai, Nehru et Sukarno demandaient déjà à l'époque de sortir du colonialisme. Mais à l'époque, il manquait la force pour le mettre en place. Et, et maintenant, ils ont aussi des choses de l'Inde, du Japon. Il y a différents pays qui sont maintenant en train de... L'Indonésie, par exemple, va dépasser l'Allemagne comme la, la, dépasser l'Allemagne comme deuxième puissance économique. Et donc ou troisième. Et donc il faut vraiment considérer que nous devons avoir une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement économique qui prenne voilà, qui prenne en compte tous les intérêts de tous les pays de la planète. C'est cette nouvelle architecture qui est nécessaire car le nouveau nom de la paix, c'est le développement. La paix vient du développement. Et la semaine dernière, quand nous avons eu le plaisir incroyable d'avoir le docteur Pandor avec nous, l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, elle a insisté sur le fait que le plan Oasis et que les principes du plan Oasis de transformer des pays sous-développés par l'énergie, l'eau en pays développés, c'est aussi l'idée du plan africain. Et, et et donc, qui veut aussi, qui appelle à éradiquer la pauvreté et que tout le continent africain puisse avoir que les pays puissent avoir un, développer le niveau de vie de leur population. Et donc, il faut dire aux gens dans les pays européens, tous les gens ne sont pas stupides. Il y a des gens qui sont des êtres humains normaux. Il y a des partis qui ne sont pas tous dans le système. Et donc, il faut faire en sorte que les choses aillent plus loin, aillent de l'avant dans l'idée que les États-Unis et la Chine devraient travailler ensemble en Amérique latine plutôt que d'avoir Rubio qui disent aux Panaméens qu'ils devraient virer les Chinois. C'est ce n'est pas bon. Il faut sortir de cette idée-là. Il faut aller vers l'idée que nous avons besoin d'un monde où les Américains puissent, puissent mener leurs locomotives, faire rouler leurs locomotives sur des chemins de fer construits par des Chinois, que les Européens puissent avoir le bénéfice des avances faites en Inde, à Bangalore et ailleurs, et, avec la technologie moderne, et que nous puissions aller vers une division du travail où on peut changer les choses et où l'intérêt de tous, les, les, le, il pourrait y avoir un intérêt mutuel, une coopération. On pourrait arriver à un âge adulte et il faut arrêter de se battre avec son voisin. Il faut voir comment mettre en place ce plan pour toute l'humanité. C'est vraiment là que nous en sommes aujourd'hui. Merci.
Helga. Alors, Graham a levé la main. Nous allons continuer la discussion, mais nous allons maintenant ouvrir la discussion générale où vous allez pouvoir lever la main vous-même, vous qui écoutez actuellement, pour, euh, pour parler, et d'autres personnes qui sont des leaders pour la paix. Eh bien, oui, et donc Graham Fuller dit, je voulais parler, oui, de l'initiative de la ceinture et la route de la Chine a été bien sûr associée, donc elle a été associée beaucoup à la Chine, et c'est principalement la raison pour laquelle les États-Unis et l'Occident en général a une vision négative parce qu'ils le voient comme quelque chose un danger chinois. Les Chinois veulent contrôler le monde, mais je suggérerais que le plus de gens qui rejoignent, le plus de gens, de pays qui puissent rejoindre les BRICS, le mieux ça serait. Si l'on veut faire si l'on peut créer un terme compétitif, et le plus de pays rejoindra les BRICS, eh bien, à ce moment-là, plus le rôle de la Chine sera petit, puisqu'il y aura plus de pays qui participeront. Et donc, je ne dirais pas, je ne pense pas que les BRICS pourraient être le futur de l'ONU du futur. L'ONU, principalement Conseil de sécurité de l'ONU, est bien sûr, ça fait, il n'est pas, il doit changer. Il est dirigé par les anciennes puissances coloniales et peut-être que ça faisait un sens en 1945, mais aujourd'hui ça ne fait plus sens. Et donc ces pays des BRICS qui se réunissent, je pense que cela représente vraiment la base pour changer les choses. Et donc cela représente la base fondamentale pour un nouvel ordre de l'ONU. Pour, et je pense que ça serait bien plus représentatif et ce serait bien mieux pour l'état du monde, pour l'intérêt de tous les États du monde. Merci. Merci, Graham. Donc, je veux dire que maintenant, nous allons passer à la période de questions-réponses. Et nous avons 250, 250 personnes qui participent actuellement. Il y a des gens qui suivent par Internet, par YouTube, différentes personnes. Et donc, donc elle dit juste que les gens qui suivent sur YouTube doivent s'inscrire sur le Zoom pour participer à la discussion, puisque c'est là que vous êtes, donc pour vous c'est bon. Donc nous allons avoir maintenant cette période de discussion avec les premiers intervenants et toute personne comme vous qui écoutez actuellement, vous pourrez, dès que ça sera activé, vous pourrez lever la main. Si vous êtes pour la paix, eh bien vous êtes les bienvenus.